Ted Kaczynski, le génie de Harvard devenu unabomber, 17 ans de terreur, 3 morts, 23 blessés. Son nom était Theodore John Kaczynski. Et son cas pose une question fascinante et dérangeante. Comment un esprit aussi brillant peut-il devenir un terroriste? Et que dit son manifeste, publié en 1995, sur la société moderne? Dans cette vidéo, on décortique la psychologie de Ted Kaczynski. Le génie. Theodore John Kaczynski naît le 22 mai 1942 à Chicago. Dès la petite enfance, il manifeste une intelligence exceptionnelle. À 5 ans, son QI est mesuré à 167, un niveau de surdouement extrême. Mais derrière cette intelligence, quelque chose de troublant se met en place dès la petite enfance. À l'âge de 9 mois, Ted est hospitalisé pour une réaction allergique sévère. Selon les protocoles médicaux de l'époque, sa mère est interdite de le voir pendant plusieurs jours. Quand elle le récupère, l'enfant a changé. Sa mère décrira plus tard un bébé devenu froid, distant, méfiant. Un changement qu'elle attribuera toute sa vie à cette séparation traumatique. Les psychologues qui analyseront Kaczynski des décennies plus tard ne sont pas tous d'accord sur l'impact de cet épisode. Mais beaucoup notent qu'il correspond à la description clinique d'une rupture d'attachement précoce, l'un des facteurs documentés dans le développement de personnalités évitantes et asociales. À l'école, Ted est un élève brillant mais terriblement isolé. Il saute 2 classes. Cette accélération scolaire le coupe encore plus de ses pairs, il est toujours le plus jeune, toujours différent, toujours mal intégré. À 16 ans, il est admis à Harvard. Là encore, son brillant niveau académique est documenté. Mais ces années à Harvard sont aussi marquées par quelque chose de bien plus inquiétant. Entre 1959 et 62, Ted Kaczynski participe à une étude psychologique conduite par le professeur Henry Murray. Cette étude, financée à l'époque par la CIA dans le cadre du projet MKULTRA, soumettait les étudiants à des séances d'interrogatoire psychologiques brutales. Les participants étaient amenés à exposer leurs croyances les plus personnelles, puis publiquement humiliés et démolis par un interrogateur formé à cet effet. Kaczynski a subi 200 heures de ces séances. Il avait entre 16 et 19 ans. L'impact psychologique de cette expérience, sur un jeune homme déjà fragile et isolé, fait toujours débat aujourd'hui. Certains psychologues considèrent qu'elle a joué un rôle majeur dans sa radicalisation ultérieure. D'autres pensent que les troubles de Kaczynski étaient préexistants. La rupture. Après Harvard, Kaczynski obtient un doctorat en mathématiques à l'Université du Michigan. Sa thèse est tellement avancée que seulement une dizaine de personnes dans le monde sont capables de la comprendre, selon les évaluateurs de l'époque. En 1967, à 25 ans, il devient le plus jeune professeur de mathématiques jamais nommé à l'Université de Berkeley. Une carrière académique brillante s'ouvre devant lui. Mais quelque chose ne va pas. Au bout de seulement 2 ans à Berkeley, Kaczynski démissionne brusquement en 1969, sans explication satisfaisante pour ses collègues. Il rentre chez ses parents. Il vit chez eux pendant 2 ans sans projet apparent. Puis, en 1971, il prend une décision radicale. Avec ses économies, il achète un terrain isolé dans le Montana, près de la petite ville de Lincoln. Il y construit lui-même une cabane en bois de 3 mètres sur 4 mètres. Sans électricité. Sans eau courante. Sans chauffage central. Il y vivra pendant 25 ans. Cette rupture avec la société moderne n'est pas un caprice. C'est une décision idéologique structurée. Pendant les années qui suivent, Kaczynski développe une philosophie complète. Il étudie la nature. Il rejette la technologie. Il devient une sorte d'ermite philosophe. Mais progressivement, sa rupture avec la société se transforme en haine de cette société. Ce qui aurait pu rester une retraite philosophique devient une radicalisation. Et la haine cherche un exutoire. La campagne de bombes. En 1978, 7 ans après son installation dans la cabane, Kaczynski envoie sa première bombe. Le colis explose à l'université Northwestern de Chicago, mais ne fait que blesser légèrement un agent de sécurité. C'est le début d'une campagne qui durera 17 ans. Au total, Kaczynski enverra 16 bombes entre 1978 et 1995.
Ces cibles sont méthodiquement choisies: universités, compagnies aériennes, entreprises technologiques, et individus liés à ce qu'ils considèrent comme le développement destructeur de la technologie. 3 personnes seront tuées. 23 seront blessées, certaines très gravement. Les bombes elles-mêmes sont des chefs-d'œuvre artisanaux. Construites entièrement à la main, sans composants industriels identifiables, dans des boîtes en bois fabriquées par Kaczynski lui-même. Cette signature artisanale est l'un des éléments qui désespèrent les enquêteurs. Sans pièces achetées dans le commerce, impossible de remonter par des canaux traditionnels. Le FBI mobilise des centaines d'agents. L'enquête devient officiellement l'opération UNABOM. Les profileurs établissent qu'il s'agit d'un homme intelligent, isolé, méthodique, vivant probablement à l'écart des centres urbains. Mais ils n'arrivent pas à l'identifier. Le manifeste. En 1995, Kaczynski commet ce qui sera à la fois son acte le plus public et son erreur fatale. Il contacte le New York Times et le Washington Post. Il leur propose un marché. S'il publie intégralement un texte qu'il a écrit, un manifeste de 35 000 mots intitulé « La société industrielle et son avenir », il arrêtera ses bombes. Le débat éthique au sein des deux journaux est intense. Faut-il céder au chantage d'un terroriste ? Faut-il publier ce qui pourrait être lu par d'autres déséquilibrés? Faut-il au contraire saisir cette opportunité de potentiellement arrêter les attentats? Avec l'accord du procureur général des États-Unis Janet Reno et du directeur du FBI Louis Freeh, les deux journaux publient le manifeste en septembre 1995. Que dit le manifeste? Le texte de Kaczynski est étonnamment structuré et argumenté. Il développe une critique radicale de la société industrielle et technologique moderne. Selon lui, la technologie a réduit l'autonomie humaine, créé des dépendances pathologiques, et conduit à une dégradation psychologique généralisée. Il appelle à un retour à des sociétés plus simples et à la destruction du système technologique industriel. Certaines analyses critiques de la technologie qu'il développe ont été reprises par des philosophes et des écologistes ultérieurement, sans approbation de ces méthodes terroristes, évidemment. Le manifeste est aujourd'hui étudié dans certaines universités comme document idéologique. Mais c'est aussi le manifeste qui va le perdre. L'arrestation, trahi par son frère. Quand le manifeste est publié, des millions d'Américains le lisent. Parmi eux, un homme nommé David Kaczynski, le frère cadet de Ted. David lit le manifeste et quelque chose le frappe. Le style. Les expressions. Les références. Tout ressemble étrangement aux lettres que son frère lui envoyait depuis sa cabane du Montana. Certaines tournures sont identiques. Certaines idées exprimées dans les lettres reviennent textuellement dans le manifeste. David affronte un dilemme moral terrible. Si son intuition est correcte, son frère est l'un des terroristes les plus recherchés d'Amérique. 3 morts. 23 blessés. Mais c'est son frère. Après des semaines de tourments et après en avoir parlé avec sa femme Linda, David prend la décision. Il contacte le FBI par l'intermédiaire d'un avocat. Il fournit aux agents des lettres écrites par Ted depuis le Montana. L'analyse stylistique confirme rapidement la correspondance avec le manifeste. Le 3 avril 1996, plus de 17 ans après la première bombe, des agents du FBI s'approchent de la cabane de Ted Kaczynski à Lincoln, dans le Montana. Ils l'arrêtent sans résistance. Dans la cabane, ils trouvent une bombe achevée, prête à être envoyée, ainsi que des composants pour fabriquer des dizaines d'autres bombes. Et le manuscrit original du manifeste. Au procès, Kaczynski refuse la défense par déficience mentale que ses avocats voulaient plaider. Il plaide coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. David Kaczynski reçoit la récompense d'1 million de dollars promise par le FBI. Il la donne intégralement aux familles des victimes de son frère. La psychologie d'un terroriste intellectuel. Le cas Ted Kaczynski reste fascinant pour la criminologie et la psychologie politique pour plusieurs raisons. D'abord, il défie le profil classique du tueur. Kaczynski n'avait pas de mobile financier. Pas de paraphilie sexuelle. Pas de psychose au sens classique du terme, les expertises psychiatriques ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïaque, mais sa lucidité argumentative et sa capacité d'organisation contredisent ce diagnostic pour de nombreux experts. Il tuait pour des idées.
Ensuite, son cas illustre comment l'intelligence supérieure ne protège de rien. Un QI de 167 ne protège pas du désespoir existentiel, de l'isolement chronique, ou de la radicalisation idéologique. L'intelligence peut même devenir un accélérateur. Kaczynski a utilisé ses capacités exceptionnelles pour construire des bombes indétectables et un système philosophique qui justifiait ses actes à ses propres yeux. Enfin, son cas pose une question profondément troublante. Une partie de sa critique de la société moderne, les dépendances technologiques, la perte d'autonomie, les conséquences environnementales, a été reprise par des philosophes et des écologistes respectés. Comment séparer une critique intellectuelle légitime des actes terroristes qui prétendaient la mettre en œuvre ? Ted Kaczynski est mort en prison le 10 juin 2023, un suicide par pendaison, à 81 ans. Il était incarcéré dans une prison médicale fédérale en Caroline du Nord. Il a maintenu jusqu'à la fin la cohérence de ses convictions, refusant tout remords pour ses actes. Aucune idée ne justifie le meurtre. C'est la seule conclusion qui compte vraiment. Si cette analyse vous a appris quelque chose sur la psychologie du terrorisme intellectuel, abonnez-vous. On continuera à explorer ces cas où l'esprit humain bascule. Et à donner sens à ce qui semble parfois échapper à tout sens.